Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bienvenue à nouveau. Nous sommes ici avec Scott Ritter, un ancien marine américain, officier de renseignement et également inspecteur des armes pour l'ONU. Donc, merci d'être revenu. Nous voyons maintenant que le ministère britannique de la Défense a publié qu'il développe un nouveau missile balistique à longue portée pour l'Ukraine, appelé Nightfall, avec l'objectif de transporter une ogive de 200 kg avec une portée de 500 km pour pouvoir frapper Moscou. Il semble presque insensé maintenant de prétendre encore qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Je veux dire, la Russie n'a évidemment pas intensifié avec l'OTAN car elle veut éviter la Troisième Guerre mondiale, mais la retenue semble à maintes reprises être interprétée comme une faiblesse. Combien de temps pensez-vous que cela peut durer? Je veux dire, comment les Britanniques peuvent-ils bombarder Moscou avec des ogives de 200 kg et prétendre encore qu'il s'agit de guerre Russie-Ukraine? Ils peuvent le faire une fois, et puis la réalité de leurs erreurs se manifestera lorsque la Russie frappera les Britanniques. Je veux dire, si les Britanniques ne pensent pas que les Russes n'attaqueront pas la Grande-Bretagne de manière décisive, et quand je dis décisive, je veux dire jusqu'à et y compris les armes nucléaires, il n'y a vraiment aucune sympathie entre la Russie et la Grande-Bretagne. En fait, au sein de l'élite politique en Russie, il y a beaucoup de haine envers la Grande-Bretagne. Les Britanniques n'ont jamais bien traité les Russes, jamais. Et vous savez, les Russes en ont un peu assez de cette puissance déclinante, approchant une puissance échouée, continuant de s'insérer d'une manière qui est, vous savez, non seulement irrespectueuse, mais vous savez, cela représente une menace, pas de nature existentielle, mais une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Il y a une seule bonne nouvelle dans tout cela. Nightfall est une blague, c'est une véritable plaisanterie. Je veux dire, regardez juste les chiffres, d'accord? On nous dit que tout d'abord c'est en développement. Ce n'est pas développé, c'est en développement. Le montant d'argent qui a été alloué, je crois, était de 9 millions de dollars ou 9 millions de livres. 9 millions, peu importe la devise qui y est attachée. Ce n'est pas beaucoup. Et quand vous regardez les petits caractères, ils disent que l'objectif est de pouvoir produire 10 de ces Skyfalls par mois à un coût de 800 000 livres chacun. Maintenant, je suis juste un simple marine. Je ne prends pas être le plus grand mathématicien du monde, mais 10 fois 800 000 vous amène à environ 8 millions de livres. Et si le budget total pour développer ce missile est de 9 millions de dollars, comprenez-vous à quel point c'est une blague? Ils n'ont même pas encore d'installation de production. Ils n'ont pas construit de prototype. Ils n'ont pas testé de prototype. Nous ne savons même pas si le concept fonctionne. C'est les Britanniques qui laissent encore une fois leur bouche devancer leur cerveau. Oui, les Russes, bien sûr, suivront cela avec grand intérêt, mais l'idée que Skyfall est une arme qui est sur le point de faire ses débuts sur les champs de bataille de l'Ukraine est une blague. Ce n'est pas une arme. C'est une idée qui a été totalement sous-financée, 9 millions de livres. Savez-vous ce qu'est la masse salariale d'une ligne de production de missiles? C'est plus de 9 millions de livres. Vous savez, donc ils n'ont même pas encore embauché les gens. Ils ont un groupe de scientifiques quelque part, vous savez, avec de la craie dessinant des images sur un tableau, prenant des clichés avec leur iPhone et l'envoyant au ministre de la Défense en disant « Nous avons un plan, c'est tout ce qu'ils ont. » Donc, je ne pense pas que quiconque perde le sommeil à cause de ça. C'est juste une autre, vous savez, idée stupide d'une nation de gens stupides. Oui, j'ai vu un autre titre ou article venant de Grande-Bretagne par l'un de leurs généraux, Richard Shiref, qui était bien avertissant contre certaines de ces rhétoriques agressives de guerre venant de Londres. C'est-à-dire qu'il a souligné que l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine était en quelque sorte hors de question, parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'équipement militaire et pas non plus la volonté politique, ni de la classe politique, ni du public. Alors, quel est le but de tout cela? Cette rhétorique d'escalade, s'ils ne peuvent même pas la soutenir avec quelque chose de réel? Parce que nous sommes dans le théâtre de l'absurde en ce moment. C'est du pur théâtre. Les Britanniques ont un plan directeur qu'ils ont cherché à mettre en œuvre en Ukraine, appelé « Garder l'Ukraine dans le combat ».
Un aspect clé de cela est la préparation psychologique de l'Ukraine pour soutenir un conflit dans lequel, par toutes les mesures, elle est en train d'être décisivement vaincue. À ce stade, tout leadership rationnel ayant évalué la totalité de la situation et comprenant qu'il n'y a pas de voie vers la victoire, chercherait un moyen d'éviter une défaite encore plus décisive. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Ukraine. Le gouvernement ukrainien, d'une manière qui défie tout simplement. La compréhension continue à s'entêter dans la stupidité et à saper les ressources stratégiques qu'il avait et les plans, en jetant des réserves dans des actes infructueuses à des fins de propagande, car tout cela est à des fins de propagande. Tout ce qui est fait en Ukraine aujourd'hui est à des fins de propagande. Ils ont lancé des attaques de drones contre Lukoil, des plateformes de forage en mer Caspienne. Ils n'ont pas détruit les plateformes. Mais vous savez, ils ont eu leurs vidéos qu'ils ont pu diffuser, et ils ont Zelensky rencontrant le nouveau chef des services de renseignement ukrainiens, parlant de comment nous avons frappé au cœur de la Russie et nous. Ne comprennent-ils pas que les représailles que la Russie leur infligera seront extrêmes? Vous savez, de bonnes parties de Kiev n'ont pas d'électricité, pas d'eau, et ne vont pas récupérer l'électricité et l'eau. Une grande partie de l'Ukraine est dans une situation similaire. Les Russes viennent de lancer un second Oreshnik sur les Ukrainiens. Ce qui, vous savez, vu le silence de l'Ukraine à propos de ce qui s'est passé, implique que les Russes ont en quelque sorte frappé ce qu'ils avaient prévu de frapper et ont accompli ce qu'ils avaient prévu d'accomplir. Et donc les Britanniques doivent actuellement mener, vous savez, ces actions mises en scène. Ils se réunissent à Paris, la coalition des volontaires. Ils peuvent être volontaires, mais ils sont incapables, vous savez, et je ne veux pas être trop grossier ici, mais vous savez, vous mettez un homme de 110 ans au lit avec une starlette de 22 ans. Il peut être volontaire, mais il ne va pas être capable. Et c'est l'Europe, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Ils ne peuvent pas agir. Ils sont littéralement pathétiques. 76 000 est la taille totale de l'armée britannique. Et cela, vous savez, maintenant, vous décomposez cela en combien d'entre eux sont réellement des troupes combattantes. Et quand les Britanniques parlent de déployer 7600 soldats, ils ne peuvent pas. Ils ne les ont pas. Ils ne les ont littéralement pas. Ils ne peuvent pas les déployer. Ils sont incapables de déplacer physiquement ces troupes hors du Royaume-Uni vers l'Ukraine et ensuite de les soutenir. La logistique seule dépasse les capacités de l'armée britannique. Et quand vous parlez d'envoyer une force, je veux dire, il y a deux choses. Où est votre force de réaction rapide? Je veux dire, vous allez mettre 7600 soldats en danger. Que se passe-t-il lorsque le proverbial excrément bovin frappe le ventilateur? Qui vient à la rescousse de ces 7000? Il n'y a personne pour venir à leur rescousse. Ils seront morts. Ils mourront tous. Mais ensuite, supposons simplement qu'ils ne meurent pas. Vous savez quelle est leur rotation? 6 mois. Cela signifie que vous avez besoin de 7600 autres soldats en formation pour les remplacer, en les équipant, en les mettant à niveau, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Ces soldats britanniques ne sont pas déployables au combat. Ils ne sont pas déployables au combat. Ils peuvent à peine sortir de la garnison. D'accord. Donc maintenant, si vous rassemblez tout, et que vous déployez 7600 soldats, vous avez besoin de 7600 autres pour les remplacer, et vous avez besoin de 7600 autres en plus se préparer, se mettre en condition, faire vos papiers, terminer votre formation finale, se préparer. C'est comme ça qu'une rotation standard fonctionne. Les Britanniques ne peuvent pas le faire. Et ils le savent. Et leur leadership les interpellait à ce sujet. C'est une véritable plaisanterie. C'est la même chose avec le reste de l'Europe. Je veux dire, personne en Europe ne peut faire cela. Et maintenant, nous en arrivons au Skyfall. C'est un missile inexistant. Je serais surpris s'il avait jamais existé au-delà du prototype. Mettons-le simplement de cette façon. Si vous avez un missile de 800 000 livres, ce n'est pas un missile très sophistiqué, et vous pensez que ce missile va réellement pénétrer les défenses aériennes russes s'il est produit. Non. Tout ce qu'il va faire, c'est transformer l'Angleterre en cible. Et je ne sais pas combien de fois encore il faut écouter Dmitri Medvedev dire, les gars, ça va arriver. Avant que cela ne se produise, vous avez des membres de, vous savez, la Douma russe qui disent « Nous devons frapper maintenant avec des armes nucléaires ». Je veux dire, c'est là où en est cette conversation. Les Russes regardent maintenant ce que les États-Unis font avec l'OTAN, et ils sont fermement convaincus, du moins à certains niveaux, qu'ils pourraient frapper l'Europe avec des armes nucléaires, et que les États-Unis ne feraient rien, que les États-Unis ne se suicideraient pas pour l'Europe, surtout si l'Europe provoque l'eau russe, pour ainsi dire. C'est une façon de penser très dangereuse. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Je pense en fait que nous ferions quelque chose. Je pense que nous finirions par avoir, vous savez, un échange nucléaire général et que toute vie sur la planète prendrait fin. Mais Sergei Karaganov, qui est un penseur politique très influent, a dit célèbrement ou infamement que les États-Unis ne sacrifieraient pas Boston pour Poznan, ce qui signifie que la Russie pourrait lancer une arme nucléaire sur Poznan et que les États-Unis ne feraient rien. Donc c'est là où nous en sommes. Maintenant, nous avons les Français qui prétendent qu'ils ont une dissuasion nucléaire stratégique capable de tenir la Russie à distance. Vous avez les Britanniques qui prétendent que ce qui reste de leur dissuasion nucléaire stratégique est pertinent. Et vous avez les Russes qui prennent la décision que Oreshnik reste, non seulement resté, mais fera partie de leur profil de dissuasion nucléaire stratégique indéfiniment, ce qui signifie que les forces nucléaires intermédiaires sont maintenant là pour rester en Europe. Merci Donald Trump et merci Europe pour avoir déstabilisé votre continent. Et cela donne à la Russie la capacité de faire une escalade stratégique de manière non nucléaire, ce qui signifie que la Russie est plus susceptible d'utiliser cette arme à l'avenir. Donc vous savez où c'est là où nous en sommes actuellement. Déconnexion totale de la réalité en Grande-Bretagne et en Europe. Ouais, ce projet de maintenir l'Ukraine dans le combat, c'est un peu étrange que c'est là où nous en sommes maintenant. Il n'y a aucune prétention qu'ils puissent gagner. Juste leur objectif est maintenant de perdre plus lentement et encore d'épuiser le reste de leur main-d'œuvre. C'est tellement sombre parce que vous savez que s'il y avait des troupes britanniques se faisant massacrer de cette manière, elles n'auraient pas mis cela comme un objectif pour continuer la guerre à tout prix. Ils auraient conclu un accord ou se seraient retirés à présent. Mais encore, ils se battent avec les Ukrainiens, donc je ne pense pas qu'ils comptent leurs pertes. Mais il y avait, vous mentionnez l'Oreshnik, et cela est venu en réponse à cette attaque contre la résidence de Poutine. Je me demandais ce que vous en pensez parce que j'ai écouté l'ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, qui a souligné que la vraie cible était probablement sous cette résidence qui est un centre de commandement nucléaire. Et j'ai trouvé cela intéressant parce que, comme nous le savons, en juin 2025, ils ont également attaqué les bombardiers nucléaires de la Russie, c'est-à-dire sa dissuasion nucléaire. Encore une fois, les Russes voient les Britanniques derrière cela. Et bien sûr, en mai 2024, nous savons que les radars d'alerte précoce de la Russie pour les attaques nucléaires ont également été attaqués. Et vous pouvez ajouter toutes ces attaques contre la base aérienne nucléaire d'Engel, mais si vous les mettez toutes ensemble, il y a alors beaucoup d'attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie ici. Je veux dire, si l'une de ces choses s'était produite une fois pendant la guerre froide, il y aurait eu de la panique, des drapeaux rouges se seraient levés, un échange nucléaire possible. Mais maintenant, ils deviennent presque une occurrence courante. Qu'est-ce que vous pensez du raisonnement derrière cela? Je veux dire, s'en prendre à la dissuasion nucléaire de la plus grande puissance nucléaire du monde? Eh bien, tout d'abord, quand vous le présentez de cette manière, cela semble un peu imbécile. Mais bon, reculons un instant. Le MI6 est le service de renseignement secret des Britanniques. En ce qui concerne la Russie, ils sont extraordinairement incompétents. Extraordinaire parce que, je veux dire, il suffit de regarder le cas de Christopher Steele, qui était l'ancien opérateur agent du CIS, qui a travaillé dans l'ancienne Union soviétique, et vous savez la qualité de son travail. Ils sont dans les années 1990, ils ont consacré beaucoup d'efforts et pas tant d'argent à recruter tout le monde qu'ils pouvaient. Je veux dire, c'était du gâteau. Ils sont simplement allés recruter tout le monde, chauffeurs de taxi, prostituées, vous savez, politiciens, anciens politiciens, tout le monde. Puis les Russes ont sévi, et si vous vous souvenez, il y avait des célèbres hommes venant de Russie, le Spy Rock, si vous vous souvenez du Spy Rock. Ouais. Et les Russes, bien sûr, ont découvert le Spy Rock et ont révélé tout ce qui se passait dans le Spy Rock et ont démantelé, vous savez, ces réseaux que les Britanniques avaient qui fonctionnaient. Les Britanniques disposent de réseaux dormants très secrets qu'ils ont réactivés. Nous les avons vus les activer pour soutenir l'attaque du pont de Kerch, qui était une opération britannique, et nous les avons vus les utiliser dans cette opération avec le drone frappant l'aéroport. Mais les Britanniques, ils sont très superficiels ici. Vous voyez, leur maison russe est rattachée à leur station de Londres, et leur station de Londres est le foyer de nombreux émigrés anti-Poutine. Mikhail Khodorkovsky, pas Khodorkovsky, je pense, l'ancien, vous savez, oligarque pétrolier qui a été emprisonné pour corruption, puis libéré. Il utilise maintenant ses milliards pour travailler avec le MI6 afin de créer cette machine de propagande anti-Poutine, et il conseille les Britanniques, ils travaillent main dans la main.
Et donc, il suffit d'écouter la stupidité qui sort de la bouche de cet ancien oligarque et des gens autour de lui, et vous voyez comment cela se traduit en action par le MI6, la croyance que si vous frappez ces cibles, vous saperez la crédibilité de Vladimir Poutine. Il croit que Vladimir Poutine est un dictateur impopulaire qui gouverne par la peur et l'intimidation, et que s'ils peuvent le montrer comme faible et fragile, ils créeront l'opportunité pour ces mécontents, enragés des aspects de la société russe pour le destituer du pouvoir. Et donc ce sont eux qui sont derrière cela. C'est un acte délibéré pour être vu comme non pas détruire la capacité de la Russie, mais détruire la réputation de Poutine. C'est le but, c'est l'objectif. Et Donald Trump y a adhéré que cette attaque de drone est une attaque américaine. Ce n'est pas une attaque britannique, c'est une attaque américaine soutenant un plan britannique. Gardons l'Ukraine dans la lutte, faisons tomber Vladimir Poutine. Mais vous savez, ils ont fait une erreur fatale. Ils ont dévoilé les preuves. Vous savez, ces 91 drones qui sont arrivés, beaucoup d'entre eux étaient d'un type qui utilisait une puce informatique spécifique contenant toute la programmation utilisée pour guider ce drone. Et ce drone ne fonctionne pas avec le GPS, parce que le GPS est bien sûr brouillé. Il est préprogrammé, ensuite il a une IA, et au fur et à mesure qu'il vole, il prendra occasionnellement une photo et comparera l'image aux données cartographiques stockées et se réalignera, se réajustera en fonction de la vitesse du vent et de toutes ces choses qu'il collecte, et puis il volera vers la cible. Pour cela, les renseignements qui doivent être chargés dans la puce doivent être à la fois extrêmement détaillés et également extrêmement à jour, ce qui signifie que vous avez besoin des mises à jour les plus récentes pour que cette chose atteigne la cible qu'elle souhaite. Cela signifie que Palantir, cette entreprise qui mène cette opération pour le compte de la CIA et des Britanniques, pour programmer ces puces, prétend qu'elle utilise des informations commercialement disponibles. Il n'y a pas de collecteur de données commercialement disponible qui puisse recueillir les données qui ont été intégrées dans cela. Lorsque les Russes ont rétroconçu les informations de cette puce, le moment de l'information est désormais lié à des ressources capables de collecter durant cette fenêtre d'opportunité. La spécificité des données, encore une fois, les limite à certaines. En fin de compte, les Russes savent exactement quelles ressources de renseignement a collecté l'information. La manière dont ces données sont emballées aussi, pour les consolider, car vous prenez différentes sources d'informations et vous les rassemblez en un seul paquet d'informations numériques. Il n'y a littéralement qu'un seul endroit en Europe qui peut faire cela. Et c'est un département de la défense, organisation ou entité en Europe qui soutient le ciblage du missile Tomahawk, car les mêmes principes de ciblage ici sont appliqués. Ainsi, les Russes savent quelles ressources de renseignement ont collecté les données, qu'il a traitées, emballées et l'a mise dans cette puce. Donc quand les Russes ont remis cela aux États-Unis à un moment où Donald Trump disait « Non, il n'y a pas eu d'attaque. S'ils l'ont fait, ils ont attaqué ce truc-là. » Les Russes ont répondu « Tenez. » Et ce faisant, ils ont dit « Nous savons tout. » Ouais, je veux dire, vous savez, la Defense Intelligence Agency, la CIA va faire de l'ingénierie inverse sur cette puce et y aller. Ils savent tout, ce qui signifie que Trump aura été exposé comme un menteur absolu, une fraude, un homme qui a littéralement utilisé des négociations pour tenter de cibler le président de la Russie. Pas dans le but de le tuer. Je veux dire, regardez, les drones ont une longue autonomie de vol. Ils ont été détectés. C'était une démonstration de vulnérabilité conçue pour donner l'impression que Poutine est faible et qu'il est subordonné à Trump, que Trump est son papa et que Trump dicte et que Poutine est le petit garçon mal élevé. Et l'autre signal qu'il envoie aux Russes, notamment à ceux qui ont été enthousiasmés par l'initiative économique de Kirill Dmitriev, c'est que tout pourrait aller mieux si on levait ces sanctions, mais maintenant, on ne peut pas à cause de Vladimir Poutine, et il est en train de perdre pied. Je veux dire, il est là, il a lancé des attaques, mais il ne fait rien d'autre, tout ça. Vous savez, c'est l'impression que vous avez. Les opérations psychologiques britanniques, la guerre mentale, les opérations d'information, ils font ça pour vivre. Je l'ai en fait avec eux dans le passé en ciblant l'Irak. Je connais le bureau. Je pourrais vous emmener dans le quartier général, vous faire monter et vous emmener au bureau. Je ne sais pas si je connais encore les gens parce que, j'ai un certain ajout. Mes contemporains ne sont peut-être plus en service, mais je sais qui ils sont et ce qu'ils font. Et vous savez, les Russes le savent aussi. Mais ils ont tellement tort car Vladimir Poutine n'est pas faible. Et ce que les Russes viennent de faire, vous savez, ce premier arsenic qu'ils ont utilisé était un missile d'essai.
Les Russes ont dit que c'était un test opérationnel. Maintenant, ils sont passés à la production en série et ont déployé une brigade en Biélorussie, mais ils sont en train de déployer d'autres brigades. Maintenant, ces brigades utilisent des missiles de qualité production. Mais à l'époque, Vladimir Poutine a dit « Nous avons un certain nombre d'autres arsenics, vous savez, disponibles pour nous. » Des missiles d'essai, ce sont des missiles d'essai. Le missile qui a été lancé contre l'Ukraine était un arsenic d'essai de Kapustin Yar, où il continue de faire des tests opérationnels. Parce que, rappelez-vous, c'est un système d'armes qui a été introduit assez rapidement, donc il y a encore des tests qui sont en cours ou qui ont été réalisés récemment. Mais ils ont maintenant un stock de ces missiles qui ne sont pas de qualité opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en production en série. Ils n'ont pas les certificats, ils les appellent les passeports qui leur sont attachés à partir de l'usine de production. Je crois que la Russie a lancé un autre de ces missiles d'essai. Mais ce faisant, vous savez, ils préservent leur stock. Nous ne connaissons pas le taux de production de l'arsenic, donc nous pouvons supposer que s'il est passé en production en série, en août et d'ici décembre, ils peuvent déployer un minimum de 10 missiles à cette unité russo-biélorusse, parce que vous avez besoin de 9 pour les 3 bataillons de 3 lanceurs de 3 missiles chacun, et vous avez besoin d'un 10e pour des raisons d'entraînement. Vous savez, donc nous avons une idée de leur taux de production. Il pourrait être supérieur à cela, car la Russie parle de préparer simultanément d'autres unités pour le déploiement. Mais ils n'ont pas lancé depuis une position de combat. Ils ont lancé depuis Kapustin Yar, ce qui me dit que c'est un autre missile d'entraînement. Mais l'important, c'est qu'ils ont lancé. Et si vous regardez la rhétorique qui est sortie de Russie ensuite, l'arsenic est désormais une partie permanente de la posture de dissuasion nucléaire stratégique de la Russie. Tout espoir que nous avions de relancer le contrôle des armements, par exemple, le New Star, qui expirera le mois prochain, ne sera pas prolongé. C'est fini, c'est mort. Vladimir Poutine a parlé d'étendre les plafonds associés à cela, mais pour cela, il fallait que les États-Unis soient d'accord. En ce moment, il n'y a pas de mouvement dans cette direction, mais il fallait aussi que l'environnement politique soit propice à cela, et l'élément clé de cet environnement politique est qu'il n'y avait pas d'escalade dans l'INF, ce qui signifie que si les États-Unis déploient Dark Eagle en Europe, c'est la fin où il ne peut y avoir de déploiement de Golden Dome. Eh bien, Trump a finalement augmenté le budget de la défense qu'il avait promis de réduire de moitié. Il l'a fait passer à 1,5 trillion de dollars, soit une hausse de 50%, et une grande partie va à Golden Dome. Donc les Russes ont simplement dit « nous avons terminé » avec le contrôle des armements. Je devais aller en Russie en mars et avril à Saint-Pétersbourg, où on devait organiser un exercice vraiment passionnant. Des étudiants de niveau master joueraient le rôle des équipes de négociation américaines et russes. Nous aurions une équipe d'experts américains en contrôle des armements, conseillant l'équipe jouant les Américains, une équipe d'experts russes en contrôle des armements, conseillant l'équipe jouant les Russes. Ensuite, nous ferions cet exercice, recueillerions ces données et produirions, vous savez, un livrable que nous donnerions à la fois au ministère des Affaires étrangères, qui soutenait cet effort à l'époque, et au département d'État, comme une tentative de démarrer pour dire « voici quelques idées ». Et il y avait beaucoup d'enthousiasme pour cela. C'est mort, ils viennent d'annuler. Les Russes disent « non, nous ne faisons plus de contrôle des armements, ça ne va tout simplement pas se produire. Il n'y a même aucune raison de faire semblant. » Donc c'est un gros problème, c'est vraiment énorme. Nous sommes sur le point d'entrer dans une course aux armements où la Russie détient déjà tous les avantages. Ils ont déployé des forces intermédiaires inégalées. Ils ont les meilleures forces nucléaires stratégiques du monde, les plus modernes. Les États-Unis sont confrontés à la réalité que nos bombardiers ne fonctionnent pas, nos missiles sont vieux, et nos sous-marins vieillissent rapidement, et cela va nous coûter des milliers de milliards de dollars pour résoudre ce problème, argent que nous n'avons pas. Dans le même temps, le président détourne des ressources précieuses pour construire un système de défense antimissile qui ne fonctionnera jamais. Aucune des technologies du Golden Dome n'est prouvée, et nous ne pouvons pas nous le permettre, et cela ne fonctionnera pas. Mais vous savez, du point de vue russe, les actions américaines combinées au fait que le président des États-Unis a tenté d'assassiner le président de la Russie, cela signifie que les Russes ne feront jamais rien pour céder les avantages qu'ils ont. Cet avantage qu'ils ont est ce qui garantit qu'ils ne seront jamais vaincus. Personne ne peut vaincre la Russie, car elle a cette capacité nucléaire inégalée. Les Russes ne négocieront jamais cela, jamais. Ils ont l'avantage dans tous les domaines, sauf peut-être pour les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins, mais avec le Poséidon aujourd'hui, je dirais que l'arsenal nucléaire sous-marin de la Russie est même supérieur à celui de la Triade. C'est
Donc vous savez, c'est là où nous en sommes. C'en est fini du contrôle des armements. C'est une réalité très triste. Je ne sais pas si nous allons survivre à cela. Je veux dire, c'est une période très dangereuse. Je deviens un peu découragé. J'essaie de rester optimiste et je continuerai à avancer et à voir ce qui peut être fait pour éduquer les gens. Mais vous savez, les États-Unis sont dirigés par un dictateur qui ne se soucie pas du droit international, ne se soucie pas du droit constitutionnel, ne se soucie de rien d'autre que de son propre narcissisme alimenté par l'ego. Et c'est très dangereux. Le contrôle des armements concerne le droit international et les États-Unis ne croient plus au droit international, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de contrôle des armements. Nous sommes donc dans une course aux armements que l'Amérique ne peut pas se permettre, une course aux armements qui sous-tend la notion de paix par la force, mais quand la réalité de votre force est que vous n'avez pas de force, et pourtant vous voulez continuer à parader, cela crée le potentiel de bluffer ou de vouloir en faire plus que vous ne pouvez. Et combien de temps? Les Russes sont prêts à jouer le jeu de la patience, je ne sais pas. Je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que la Russie s'aime elle-même, et ils croient en leur civilisation, et ils croient en la gloire de leur civilisation. Et après s'être ressuscités, je ne vois pas les Russes se transformer du jour en une bande de lemmings se précipitant vers la falaise la plus proche pour sauter. Et donc espérons que nous pouvons prier pour une patience continue et un pragmatisme de la part des dirigeants russes. Mais ils ont essayé de tuer leur président. Mon Dieu, pouvez-vous imaginer quelle serait la réponse américaine si Donald Trump était à Camp David et que 91 drones russes lancés par le Venezuela étaient lancés contre Camp David alors que le président Poutine disait « Attendez juste 1 heure de plus, je reviens tout de suite, je vous rappellerai, restez là à Camp David, je vous rappellerai tout de suite, puis ils essaieraient de l'attaquer. Nous ferions exploser tout dans le monde. Je veux dire, le fait que la Russie ait limité leur réponse à ce qu'ils ont fait, encore une fois, est une preuve positive que la Russie ne cherche pas à escalader. Mais combien de temps nous pourrons compter sur les Russes? Un comportement responsable de la Russie n'est pas connu. Il y a des gens qui perdent patience en Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien, c'est intéressant cependant que, j'ai remarqué que lorsque Trump a été élu pour la 2e fois, il y avait un certain optimisme prudent à Moscou. Je suppose que l'hypothèse ou l'espoir était qu'un siècle de conflit entre les États-Unis et la Russie pourrait prendre fin, car beaucoup de cela était, bien sûr, le communisme, et puis, bien sûr, après la guerre froide, c'était les efforts de préservation, essentiellement de l'architecture de sécurité de la guerre froide, qui a ensuite ravivé la logique de la guerre froide avec la Russie. Mais l'idée que dans un monde multipolaire, les Russes et les Américains pourraient être en fait amis, sinon alliés, était séduisante. Encore une fois, oui, il pourrait éliminer, je suppose, la racine du conflit, mais la foi en Trump a cependant diminué. Il continue de parler des sanctions contre la Russie et de la nécessité de, vous savez, nuire à son économie. Il y a toujours des armes américaines utilisées contre la Russie. C'est la CIA qui opère et fait le renseignement. Nous avons vu cet article du New York Times dans lequel Trump avait donné le feu vert pour attaquer les raffineries et navires russes. Je veux dire, nous avons déjà franchi la ligne depuis longtemps de ce qui était une guerre par procuration. C'est très direct. Et maintenant, bien sûr, l'embarquement sur la navire russe, ce qui est... c'est très difficile. Vous ne pouvez pas laisser passer ça parce que si c'est accepté, cela devient la nouvelle norme. Et maintenant, soudainement, tous les navires russes en mer peuvent être interceptés. Vous entendez même maintenant une rhétorique plus agressive des Européens disant « Oh, nous pouvons aussi embarquer sur leurs navires. Nous pouvons faire en sorte que cela semble légal. » Je veux dire, sommes-nous en train de nous diriger vers une grande guerre ici? Oui, franchement, on y est. C'est très dangereux, une période de temps très dangereuse. Look. Regardez, j'étais l'une de ces personnes qui partageait, vous savez, un optimisme prudent que Trump était sérieux à propos de la paix. Oui, vraiment. Je savais qu'il devait combattre l'État profond, mais je pensais que c'était Donald Trump contre l'État profond, et je pense que les Russes le croient aussi. Mais ce que nous découvrons, c'est que, vous savez, Donald Trump ne s'est pas seulement entouré de personnalités russophobes qui non seulement ne croient pas en de bonnes relations, mais cherche activement à détruire la Russie. Scott Besson, le secrétaire du Trésor, il croit qu'il peut mettre la Russie à genoux, qu'il peut physiquement détruire l'économie russe, et il veut le faire. Il est soutenu par des membres du Congrès. Lindsey Graham est l'un d'eux. Je pensais juste que, vous savez, Trump disant « D'accord, parlez fort, et vous savez, nous maintiendrons la pression sur les Russes jusqu'à ce que nous obtenions cet accord, et ensuite je viendrai et je réparerai tout. »
Mais il semble que non, le président Trump a toujours été derrière ce plan d'étranglement économique, que tout ce qu'il faisait avec la Russie était un mensonge. C'était un coup monté que l'Alaska n'était jamais censé. Je le pensais. Encore une fois, mon esprit est parfois époustouflé. Julia Griganas était l'ancienne officier du renseignement national pour la Russie-Eurasie en 2016 et elle a dirigé l'évaluation de la communauté du renseignement de 2017 qui disait que Donald Trump conspirait avec les Russes pour voler l'élection en 2016. Elle savait que c'était un mensonge. Elle a falsifié le renseignement et puis quand il semblait qu'elle allait être démasquée, ils l'ont mise dans une sorte de semi-retraite. Ils lui ont donné elle était toujours officier de la CIA, mais ils l'ont mise dans l'un des groupes de réflexion à Washington, D.C. Eh bien, elle a été retirée de ce groupe de réflexion. Peu de temps avant qu'elle ne soit retirée, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, a subi un blanchiment d'urgence. Il, je suppose, avait découvert que Tulsi Gabbard se préparait à publier le rapport GATT et d'autres rapports qui révéleraient la tromperie et la criminalité de la communauté du renseignement dans la fabrication d'un dossier contre Trump concernant la Russie. Alors il a publié un mémorandum déclassifié de 5 pages qui donnait essentiellement à Julia Griganas un certificat de bonne santé. C'est une femme qui a déclaré publiquement « Je déteste Donald Trump, je veux faire tomber Donald Trump ». Mais il l'a blanchie et elle est dans l'avion pour informer Donald Trump alors qu'il se rend pour rencontrer Poutine. Avant, je croyais que ce n'était qu'une grosse erreur. Je crois maintenant que Donald Trump savait que c'était une dame qui détestait et que lui, Donald Trump, a convaincu la CIA en lui disant « Non, 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 je ne suis pas un agent russe. Je suis le pire ennemi de la Russie. Je suis le pire cauchemar de la Russie. Dites-moi ce que je dois faire pour piéger Poutine. » Je crois que Trump est allé en Alaska pour piéger Vladimir Poutine. Et comment on le piège? Vous vous servez de Kirill Dmitriev. Vous créez cette notion artificielle que les sanctions peuvent être levées, et quand elles le seront, ce sera une renaissance économique glorieuse pour la Russie et les États-Unis. Et puis ce qui se passe, c'est que Poutine adhère à cela, revient, et il commence à tenir des réunions. Vous savez, nous voulons revitaliser la production de pétrole dans le Nord. Eh bien, appelons le maire et le gouverneur. Formez un comité et dites-nous ce que nous devons faire. Quelles sont nos priorités principales? Et les gens commencent à planifier les temps meilleurs qui vont venir, et ils commencent à dépenser cet argent avant de l'avoir. Et ce que vous avez fait là, c'est que vous avez mené une guerre psychologique, et vous avez créé une 5e colonne à l'intérieur de la Russie de personnes qui anticipent maintenant la levée des sanctions, qui ne seront jamais levées d'ailleurs, mais ensuite Trump dit qu'elles ne seront pas levées à cause de Vladimir Poutine. C'est lui. Je ne suis pas satisfait de Poutine. Je pense que Poutine est le problème. Je pense que Poutine est comme ça. Et le but, c'est de creuser un fossé entre Poutine et les élites politiques et économiques qui sont maintenant tout excitées à l'idée d'une éventuelle levée des sanctions. C'est ce que Donald Trump a fait. Radcliffe, il n'a pas menacé. L'article du New York Times est sorti à un moment intéressant car il a été littéralement synchronisé avec la tentative d'assassinat contre Poutine. Je crois que l'article a peut-être eu un autre titre et que certains paragraphes ont été supprimés car je pense que l'article disait « Et regardez ce que nous avons fait. Nous sommes la CIA, nous faisions vraiment cela tout le temps. Et puis quand cela a échoué et que les Russes l'ont découvert, ils l'ont changé, mais ils n'ont pas changé l'article. La CIA a dû collaborer ouvertement avec le New York Times pour cet article. Il s'agit d'informations hautement confidentielles, l'idée que la CIA permet à l'Ukraine de frapper. La capacité de raffinage du pétrole russe et des composants spécifiques là-bas, la précision nécessaire. Et la CIA fait cela à un moment où le président parle de l'esprit de l'Alaska. Cela signifie que c'est un coup monté, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu d'esprit de l'Alaska. La CIA est en guerre avec la Russie aujourd'hui, en guerre avec la Russie. La CIA tue des Russes. Le secrétaire de Scott Besson, ou le département du Trésor est en guerre avec la Russie, essayant de détruire l'économie russe. Marco Rubio est en guerre avec la Russie, cherchant l'isolement. Souvenez-vous, Rubio a 2 casquettes, et c'est là que réside la perfidie ultime, car il peut être le secrétaire d'État et dire « Et nous sommes tous pour la diplomatie ». Souvenez-vous de son petit commentaire narquois. « Et Sergei, comment ça va ?» Comme s'il était ami avec Sergei Lavrov. Il ne l'est pas. Il déteste Sergei Lavrov. Nous savons qu'il déteste Sergei Lavrov parce qu'il l'a dit. Il déteste Sergei Lavrov. Il déteste tous les Russes, mais il prétend être diplomate. Puis il met sa casquette de conseiller à la sécurité nationale, où il n'est responsable que devant le président, et c'est lui qui autorise les attaques de la CIA. Cela passe par le conseiller à la sécurité nationale. La CIA passe par lui. Le département du Trésor passe par lui. Rubio dirige cette campagne anti-russe en tant que conseiller à la sécurité nationale.
Donc Donald Trump a été un menteur dès le premier jour, jour 1. Et je pense que les Russes prennent conscience de cette réalité. Bien sûr, les Russes sont pragmatiques et comme Lavrov l'a dit, nous ne mettrons pas fin aux négociations ou discussions avec les Américains. Les Russes ne se retirent jamais complètement, mais ils n'avancent pas non plus. Les Russes ne peuvent pas du tout faire confiance à ces gens. Je veux dire, s'ils font confiance à ces gens, alors il faut se poser des questions. Vous savez, les Russes sont-ils vraiment aussi capables que tout le monde le dit, y compris moi-même? Vous ne pouvez pas faire confiance aux États-Unis. Vous ne pouvez pas faire confiance à Donald Trump. Et maintenant, vous ajoutez cela à des gens qui, je veux dire, toute cette affaire de bateau, juste pour vous montrer à quel point les gens sont stupides. Vous savez, le reflagging de ce bateau, ce tanké, je pense que c'était un navire ghanéen, ou non, peut-être un navire guyanais. Il a changé de pavillon en cours de route, pas illégal, pas normal, mais pas illégal. Mais les Russes ont utilisé un processus qui n'a de légitimité que dans les eaux territoriales russes. C'est un peu une affaire de droit interne. Cela ne s'applique pas vraiment aux navires en haute mer. En fait, selon le droit de la mer, vous ne pouvez pas avoir un navire avec un double pavillon. Le pavillon sous lequel le navire a appareillé est en quelque sorte celui qu'il doit arborer. Si le pavillon change, alors il n'a pas de pavillon. Donc les Russes se sont mis dans une mauvaise position sur ce coup. Ce n'était pas vraiment. Ce n'était pas une bonne décision. Et les Russes eux-mêmes l'ont en quelque sorte admis. C'est pourquoi la Russie a été silencieuse. Tout le monde se demande, pourquoi la Russie est-elle silencieuse? Parce qu'ils sont faibles. Non, ils ont fait une erreur. Ils ont rematriculé le navire d'une manière qui est inapplicable. Mais le problème, c'est que l'Europe et les États-Unis interprètent la non-réaction de la Russie comme un signe de faiblesse. Et maintenant, ils envisagent de s'attaquer à de vrais navires russes, sous pavillon russe. Ce serait une erreur fatale, car la marine russe interviendra. La marine russe savait. Les Russes sont très légaux. La marine russe n'avait aucune autorité légale pour intervenir au nom de ce prétendu navire rematriculé russe, parce qu'il n'y avait aucune légitimité pour ce navire. En fait, le navire n'avait plus de pavillon à cause de ce qui s'était passé. Mais cela ne signifie pas que la marine russe n'interviendra pas si vous attaquez un navire russe. Et maintenant, les Britanniques disent, eh bien, nous allons changer nos lois pour pouvoir monter à bord des navires. Vous avez les Danois qui disent, nous allons prouver aux Américains que nous sommes vraiment des membres importants de l'OTAN et nous allons monter à bord des navires. Et vous avez les Norvégiens qui veulent monter à bord. Tout le monde veut maintenant monter à bord des navires russes. Les Russes vont vous tuer, vous tuer. À quel point pouvez-vous être stupide? Eh bien, c'est une question rhétorique parce que nous connaissons la réponse. Très stupide. Oui, je pense que ces 30 dernières années ou plus, où les guerres étaient menées loin de chez nous et où seul l'adversaire subissait de lourdes pertes, je pense que cela va prendre fin. Je pense que cela a influencé leur négligence en termes de provocation d'une guerre majeure avec la Russie maintenant, mais il semble que c'est là où nous dirigeons. Donc les négociations, vous avez mentionné que seuls des imbéciles croiraient encore à l'esprit de l'Alaska. Donc les négociations étaient cependant fausses. Quoi y a-t-il? Voyez-vous encore des voies vers la paix? Parce que j'y pense constamment, et même si vous avez un accord de paix, comment pourriez-vous déloger la CIA d'Ukraine ou le MI6? Par définition, je suppose qu'il serait trompeur. Donc, c'est difficile de voir comment un accord pourrait englober ce que les Russes demandent. Eh bien, tout d'abord, l'idée que la Russie va faire des compromis, je pense, est discutable. Je ne peux pas parler au nom de la Russie. Personne ne le peut, sauf les Russes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais j'étudie la Russie et j'étudie les schémas de comportement passés. Je reconnais que lorsque le président russe s'engage publiquement sur quelque chose, c'est généralement ce à quoi la Russie s'engage, eux. Et vous savez, le président russe est engagé sur des termes et conditions qui doivent être respectés pour que ce conflit prenne fin, et je ne le vois pas faire de compromis là-dessus. L'autre chose à propos d'un compromis, c'est qu'il nécessite de la confiance. La Russie ne peut faire confiance à personne. Aucun des acteurs de l'autre côté de la table n'est digne de confiance. Aucun. On pensait que les États-Unis pouvaient l'être et que la Russie pouvait s'appuyer sur les États-Unis pour influencer l'Europe. Mais les États-Unis ne sont pas seulement, vous savez, peu dignes de confiance. Ils sont au cœur de tout cela. Ce sont eux qui planifient les actions anti-russes. Donc je dirais que tant que Donald Trump est président des États-Unis, il n'y a aucune perspective de paix par la négociation et que les Russes continueront à suivre le processus juste pour maintenir les lignes de communication ouvertes. Souvenez-vous, les Russes n'avaient pas de ligne de communication ouverte avec l'administration Biden. Et je pense qu'un élément important pour éviter les conflits, dialoguer. Et donc je pense que les Russes tiennent à maintenir les lignes de communication ouvertes uniquement dans la mesure où cela soutient une communication continue pour éviter des conflits évitables. Mais vous avez
Et l'autre bonne nouvelle, enfin ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je veux dire c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble, je suppose. L'OTAN est sur le point de mourir. Je veux dire une mort rapide. Vous savez, les États-Unis vont agir très bientôt sur le Groenland. J'espère que ce ne sera pas violent, mais je veux dire, si les Danois et de nombreux Européens qui veulent être déployés là-bas pensent qu'ils vont. Ils ne comprennent pas les personnes qui se préparent à venir au Groenland. Trump confie au commandement des opérations spéciales conjointes la mission de se rendre au Groenland, d'accord. Il tue simplement. Regardez ce qui est arrivé à la force de sécurité de Maduro. Aucun effort pour faire des prisonniers. Ils sont simplement arrivés, ils ont tué tout le monde. Ils ne vont pas, vous savez, rester là à pleurer des larmes de chagrin. Oh, la fin de l'OTAN, ils ont une mission. Ils ont reçu une mission. Ils vont planifier la mission et quand ils arriveront, tout Danois assez stupide pour lever son arme contre eux sera tué sur le champ avec tous les autres. Mais vous savez, nous sommes proches d'avoir les États-Unis occuper militairement le Groenland, un allié de l'OTAN, et ce sera la fin de l'OTAN. Cela. Et c'est l'autre bonne nouvelle, car cela complique grandement. Vous venez de voir l'Européen, j'oublie, je ne me souviens plus de son nom, un genre de vieux gros homme, le chef, vous savez, de la défense pour l'Union européenne. Il est en quelque sorte leur conseiller en défense. Je veux dire, c'était un peu triste de le regarder. Les États-Unis, a-t-il dit, se retirent de la sécurité de l'Europe. Qui va sécuriser l'Europe? Je pensais que c'était le travail de l'Europe. Vous savez. Mais l'Europe ne peut pas se défendre elle-même. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous savez, pour avoir du théâtre comme les Britanniques le font, il faut avoir une scène, vous savez. Il faut un décor. Le cadre s'effondre. L'OTAN va mourir d'une mort tresse, espérons-le pas violente, mais très soudaine, et l'Europe n'a pas de plan B. Vraiment aucun, zéro, aucune capacité. Et nous allons voir l'effondrement de l'Europe, parce que ce que Donald Trump fait mieux que quiconque, c'est qu'il divise et conquiert. Alors que l'OTAN se dissout, que l'Europe s'effondre, il y aura des pays désespérés, et Trump va tendre la main et dire « Nous aurons une relation bilatérale. Non, nous établirons une relation bilatérale avec vous. » Et bientôt, les États-Unis construiront une architecture de sécurité européenne dans laquelle l'Europe n'aura aucun vote. Tout va être basé sur une relation bilatérale entre, vous savez, le petit garçon et papa, et c'est la direction que nous prenons. Donc, vieille malédiction chinoise, puissiez-vous vivre des temps intéressants. Nous avons été très lourdement maudits, parce que ce sont des temps extraordinairement intéressants. Intéressants pas dans un bon sens, intéressants dans un sens profondément perturbant, mais intéressants néanmoins. J'avais toujours espéré que l'OTAN pourrait se réformer en une sorte d'architecture de sécurité pan-européenne inclusive, où nous chercherions la sécurité, oui, avec d'autres membres plutôt que contre des non-membres en tant qu'alliance, mais je pense que c'est juste beaucoup trop tard, je pense. Ouais. Eh bien, je suis d'accord avec vous, elle devrait probablement juste mourir. C'est au-delà de la réforme maintenant. Juste comme une dernière question, cependant, et je pense que nous allons dans cette direction avec l'OTAN d'ailleurs, mais oui, dernière question, comment comprenez-vous cette transformation de Trump par le nouveau Trump, celui qui bombarde le Venezuela, soutient le génocide à Gaza? Désolé, le bouscule. Ouais, le Venezuela, mais aussi l'Iran soutient le génocide au Venezuela, va maintenant conquérir. Le Groenland, semble-t-il, est bien sûr déterminé à vaincre la Russie. Tout cela est tellement contraire au Donald Trump qui se présente à la présidence. Maintenant, tout est question de guerre. Encore une fois, il allait réduire les guerres éternelles. Maintenant, il a besoin d'un budget militaire de 1,5 trillion de dollars. Il s'inquiétait de faire faillite. Maintenant, vous savez, il ne peut pas dépenser de l'argent assez vite. America First a été complètement bouleversé. Maintenant, cela signifie essentiellement que l'Amérique va, vous savez, mener des guerres pour retrouver sa grandeur. Je veux dire, rien de tout cela n'était ce dont il parlait pendant la campagne. Encore une fois, il se moquait de Biden pour avoir bombardé le Yémen, je pense, et vous savez maintenant quelle est la différence. Alors, comment comprenez-vous cela? Parce que il a, vous savez, suscité beaucoup d'optimisme chez de nombreuses personnes à travers le monde, qu'il a en quelque sorte reconnu que, ok, maintenant c'est soit la République américaine, soit l'Empire. Sauvons la République, c'était au moins cela. La logique avec laquelle j'étais resté. Mais maintenant, non, plus maintenant. La République est morte, et il vient de la tuer. Et il a dit qu'il l'avait tuée. Regardez, il a dit qu'il ne croit pas au droit international. Je dois rappeler au président, bien que ce soit un rappel stupide parce qu'il est ignorant de ces choses,
que le droit international, vous savez, ce qu'il appelle le droit international est la Charte des Nations Unies, et la Charte des Nations Unies est une obligation de traité contractée par les États-Unis lorsque le président des États-Unis l'a signée et qu'elle a été ratifiée par les 2/3 du Sénat des États-Unis. Constitutionnellement, elle devient la loi suprême du pays. Donc, vous ne pouvez pas simplement ignorer le droit international. Vous ne pouvez pas ignorer la charte, car le faire, c'est ignorer la Constitution. Mais le président ne se soucie pas de la Constitution. La République constitutionnelle est morte. La République constitutionnelle impose 3 branches de gouvernement distinctes, mais égales, et le président piétine le Congrès, et le pouvoir judiciaire a été dompté. Vous savez, il reste peut-être un peu de résistance. Nous avons vu le Congrès adopter une résolution sur les pouvoirs de guerre, mais je ne pense pas que Trump y prêtera beaucoup d'attention, parce qu'il se moque si le Congrès le destitue. Il sait que, vous savez, la résolution n'a pas été adoptée avec suffisamment de voix pour passer outre, vous savez, pour garantir, vous savez, une condamnation au procès. Et donc, ce président ne se soucie pas. Vous savez, il a dit les choses qu'il a dites pour être élu. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce qui était très attrayant, c'est ce qui a attiré RFK Jr. Les indépendants de Tulsi Gabbard, c'est 12 à 20% des voix qui les ont amenés, vous savez, à la victoire. Qu'il est maintenant question qu'il cherche essentiellement à manipuler la manière dont l'Amérique vote, qu'il va trafiquer les résultats. Il va voler une élection de mi-mandat pour garantir qu'il reste au pouvoir. Notre pays est physiquement occupé par des soldats d'assaut qui opèrent au-dessus des lois, qui n'ont pas peur de tuer des citoyens américains en plein jour. Toute cette invasion et occupation par l'ICE des grandes villes américaines est encore une fois fondamentalement inconstitutionnelle et ça ne correspond à aucune vision de à quoi ressemble une république constitutionnelle. Le président aujourd'hui est un dictateur de facto. Il est un dictateur sans loi. Il dit qu'il n'a pas besoin de droit international, il s'appuie sur sa propre moralité. Eh bien, compte tenu des dossiers Epstein, je pense qu'il faut questionner son caractère moral, et compte tenu du fait que cet homme a menti ouvertement au peuple américain et au monde. Et aujourd'hui, il est le président le plus avide de guerre jamais vu. Je veux dire peut-être qu'Andrew Jackson, à l'époque où il affrontait la Cherokee, était aussi belliciste. Mais ce président, vous savez, il est orwellien. Tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, le contraire exact est la vérité. Il veut le prix Nobel de la paix parce qu'il est le plus grand va-t-en-guerre du monde. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et le peuple américain peut découvrir en cédant tant de confiance, de foi et de pouvoir à cet homme, ils ont perdu leur capacité à, vous savez, rectifier les erreurs de leur chemin. Il a toujours été possible dans la démocratie américaine que nous puissions voter pour démettre ces gens. Mais si Trump prend le pouvoir, continue d'utiliser l'ICE comme un outil d'intimidation et d'occupation, et commence à manipuler le système pour garantir un résultat aux élections de mi-mandat, nous ne fonctionnons plus comme une république constitutionnelle. Eh bien, il semble qu'il est déçu. Beaucoup de gens, et encore une fois, c'est la tragédie parce qu'il semblait avoir son doigt sur le pouls. Il a compris, vous savez, où le pays se trompait, où le monde se trompait. Il a reconnu les faiblesses, mais aussi les opportunités en termes de comment, vous savez, en disant, eh bien, ce serait une bonne idée de s'entendre avec la Russie, quelque chose de simple. Et bien sûr, je veux dire, c'est l'une des maladies que nous avons dans l'OTAN, où j'entends des dirigeants européens, eh bien, nous ne pouvons pas faire cela. C'est quelque chose que Poutine voudrait. Mais vous savez, à un certain point, vous voulez que l'adversaire ait aussi un peu de sécurité, si vous voulez de la sécurité pour vous-même. Mais il semblait vraiment bien comprendre, juste sur beaucoup de ces choses. Mais oui, ce nouveau Trump... Eh bien, je ne pense pas que ce soit un nouveau Trump, cependant. Je pense que ce que nous voyons, c'est qu'il a été un menteur tout le temps. Vous savez, il a traité le peuple américain comme un intérêt amoureux. Il disait exactement ce qu'il fallait entendre. Il nous a envoyé des fleurs. Il nous a offert un bon parfum pour notre anniversaire. Il n'a jamais manqué une fête ou un événement. Il était là pour chaque événement important de notre vie. Mon Dieu, nous sommes tombés amoureux de ce type. Nous disons, regardez l'attention qu'il nous porte. Il doit être sincère à vouloir une relation longue et fructueuse. Et puis, dès que nous nous sommes mariés, il s'est avéré qu'il avait une maîtresse tout le temps. Cette maîtresse était la guerre, le pouvoir et le narcissisme. C'est tout un plan sur lequel il a opéré. Ce n'est pas un nouveau Trump, c'est Trump. C'est ce que Trump a fait, et le peuple américain a tous les droits de se sentir trompé, mais nous sommes piégés dans une relation dont nous ne pouvons pas sortir. Je veux dire,
J'espère que le peuple américain sortira et votera aux élections de mi-mandat et qu'il fasse ce qu'il faut pour limiter le pouvoir de ce fou. Mais s'il commence à truquer les résultats, s'il commence à manipuler le système, vous savez, Staline, je pense, a dit peu importe qui vote, ce qui compte, c'est qui compte les votes. Et je pense que Trump sera celui qui comptera les votes et le décompte des voix sera. Vous savez, voici encore l'ironie, que cet homme est un tel menteur qu'il va faire au peuple américain exactement ce qu'il a accusé Joe Biden de faire en 2020. Il va voler une élection. Et le 25e amendement ne pourrait pas arriver assez vite, à mon avis. Oui, non, juste à le voir nous donner, eh bien, 2 fois des discours disant comment Maduro a tué des millions de personnes, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais oui, nous nous sentons très post-vérité à ce stade. De toute façon, nous avons manqué de temps, mais je tiens à te remercier énormément d'avoir pris le temps, comme toujours. Je sais que tu dois être incroyablement occupé, alors oui, merci encore. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'était, je pense... Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur